Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bismillah. Un dimanche soir, en fin de journée, fin d'après-midi, on me prépare pour les petits, pour l'école. J'espère que les vidéos que j'ai faites ces derniers jours vous ont été instructives. Bonjour tout le monde. Par rapport à la situation au Maroc, en Algérie et au Sahara occidental. Faut repuiser dans l'histoire que de se faire insulter par Omar Hillel, un vrai ignare, propagandiste à la botte des néocoloniaux et d'Israël, qui vous fait croire tout et n'importe quoi, chers Marocains. Je vous ai montré les documents, les archives. Moi, ça fait des années que je travaille sur des documents d'archives, que ce soit la période coloniale du 19e siècle en Algérie et bien avant. Ça fait déjà très longtemps que je travaille sur les anciens documents. Et donc tout ce qu'il vous raconte sur le pseudo Grand Maroc, je vous ai déjà montré. Je peux vous montrer, par contre je peux vous dire d'avance que la politique qui se joue là-bas, il s'agit de faire quoi? Il faut apprendre de l'histoire. En Algérie, nous avions les beyliks. Nous étions considérés comme le royaume d'Alger, une république. Pourquoi? Parce que nous avions une administration très sophistiquée à la manière, comme on dirait plus ou moins, d'une Algérie fédérale. Il y avait une partie qui était centralisée et une autre non, puisqu'il y avait plusieurs régions. Et les régions, c'est pas des petites régions, des grandes régions qu'on appelait le beylik d'Oran, beylik de Titeri et le beylik de Constantine. Ça allait de la côte de la mer jusqu'au Sahara. Et la régence d'Alger, la position centrale, là où on avait le dey d'Alger, Hussein Dey. Mais il n'y avait pas que Hussein Dey, il y avait aussi les beys. Ce sont des gouverneurs. Et il y a toute une hiérarchie en termes. Je vous ai partagé des documents déjà du milieu du XVIIIe siècle, bien avant que nous nous soyons fait coloniser. Donc, quand ils disent bonjour, salam alaikum azul, oui, j'aurais dû mettre mes lunettes et je vois de moins en moins. Hein. C'est l'âge aussi, il faut que je mette mes lunettes. J'aurais dû mettre les lunettes pour lire. Ça devient compliqué, puis c'est écrit en petit, il faut que je me concentre. Ou bien je vais mettre un peu plus de lumière ici, mais ça va mal. Là, je vais lire un peu plus facilement. Ouais, là, je lis beaucoup plus facilement. À cette époque, je vous ai expliqué. Couscous merguez, là. À cette époque, vous vendiez des esclaves comme il a fait le prophète. N'importe quoi. Et ce qu'on appelle esclave, c'est un terme trompeur. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite et que je vous ai aussi balancée sur TikTok pour répondre à monsieur Bernard Lugan et à Omar Hillel. Et je me suis attardée sur cet aspect du terme esclave qui est un terme galvaudé et qui regroupe plusieurs notions. Et je vous invite vraiment à vous instruire de ce côté-là. Le terme esclave comme on l'entend aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même terme comme il existait au XVIIIe et au XIXe siècle. Pour que vous le sachiez. Ça l'a été autrement à la manière des Tagarins. Et c'est la maltraitance, on va dire, que les Tagarins faisaient sur les dits esclaves, qui a été retenue comme les us. Et d'ailleurs, l'esclavage des pays occidentaux venait aussi d'eux, puisque les Tagarins sont soi-disant les 10 morts d'Espagne.
Donc, je vous ai montré les documents. Moi, ce que je veux vous dire par rapport au Maroc et aussi par rapport à l'Algérie, comme je vous ai dit, il faut apprendre de l'histoire. La famille de Bernard Lugan ont servi l'armée coloniale jusqu'à ce jour. C'est une autre forme de colonisation. Et si vous réfléchissez bien, cet homme qui fait partie de l'Action française, qui a eu même des Lugans proches de Salan, en Algérie, mais aussi du maréchal Clausel, lorsque son aïeul Lugan, parce qu'ils sont tous de la région du Tarn, pour que vous le sachiez, sont partis soudoyer donc le bey de Tunis pour réclamer le bey de Constantine, le beylik de Constantine, la région de Constantine la plus riche, notamment de toute l'Algérie. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et donc du coup, ses aïeux ont été en mission diplomatique. Et il l'est toujours, hein. Mais il se fait passer pour un écrivain et puis il vous écrit l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Maroc, l'histoire de la Tunisie. Mais en faisant de la manipulation à sa sauce pour que vous croyiez à 100% de tout ce qui est dit, en manipulant des aspects de l'histoire. Mais lui, il a un objectif. Son objectif, il est le même que ses aïeux d'il y a 200 ans. Il est exactement dans la même logique. C'est-à-dire que son objectif, c'est de créer des problématiques et des zones de flou où il n'y en avait pas, pour susciter et mettre les pions et le programme des puissances coloniales, des puissances européennes qui cherchent à coloniser sous une autre forme, beaucoup plus subtile. Pourquoi vous ne vous êtes pas fait coloniser de la même manière? Mais vous êtes grave colonisé au Maroc, grave de chez grave. Je me demande si, pour ceux vraiment qui sont les plus honnêtes, ne se rendent vraiment pas compte. C'est pas possible. Nous, en Algérie, nous avions nos administrations, nous avions nos routes, nous avions beaucoup de choses, les navires, les quais, les hôpitaux, contrairement à tout ce qu'on vous a dit. Mais, n'oubliez pas, quand il y a une centralisation totale, pour faire tomber un État, un gouvernement, c'est plus facile quand tu coupes la tête. Il a eu dur en Algérie, bien qu'il y avait une partie centralisée, il y avait des gouverneurs de région qui tenaient plus ou moins bien avec toute leur administration. C'est pour ça qu'ils sont partis chercher à les soudoyer. Toi, tu es bey, ok, viens sous notre autorité et ne donne pas et ne reconnaît plus la sublime porte et le diwan. Elle dit non, le diwan, c'est quoi le diwan? Ce qu'on appelle le diwan, notamment en Algérie. Tous les chefs de tribu, sauf tous les chefs de tribu, ils djem'ou. Et ils vont chez le bey. C'est ça qu'on appelle le diwan, le divan. Le diwan, ça vient du divan. Divan, sauf. Sofa. Sofa, le terme sofa, il sort de là. Sauf. D'accord? Et la régence d'Alger, il y avait une indépendance. Bien qu'il y ait des liens. D'ailleurs, Mahmoud II a aussi envoyé de l'aide pour aider les Algériens. Ça a été intercepté par le bey de Tunis en mer. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais revenir sur ce principe-là. Plus vous êtes centralisé, plus vous êtes faible. Aussi. Et donc, ils n'ont pas eu à combattre aussi ardemment au Maroc, parce que déjà le Moulay, il n'avait pas de pouvoir. Les tribus étaient indépendantes. Mais la région, notamment du sud, du Biled de Sieber, et notamment la géographie, dans les montagnes,
faisait que la pénétration des colonies françaises dont le sud était très difficile, dans le sens où ils ne savaient pas comment vous commander en vous fédérant, mais pour leur compte. Et surtout, pour arriver dans vos montagnes, alors qu'ils voyaient qu'il y avait plein d'entités et de tribus indépendantes les unes des autres, qu'elles pouvaient s'allier les unes aux autres, qu'elles étaient très fortes au niveau des montagnes, mais qu'il suffisait de les descendre au niveau de la plaine, là où il n'y avait pas les montagnes, et qu'ils pouvaient les battre à plat de couture. Mais ils n'ont jamais voulu que ce soit frontal. Ils ont eu une autre politique. Comme à l'intérieur même de l'Algérie, ils ont eu une politique différente à l'est qu'à l'ouest, de manière de dominer les populations, parce que d'abord ils font une cartographie, ils essayent de comprendre les mœurs, les enjeux qui se jouent sous la casquette de faux tourisme ou d'explorateur ou de géographe. Et ils essayent de comprendre qu'est-ce qui se joue, et s'ils avançaient ici leur pion, c'est des stratèges, s'ils avançaient leur pion de cette manière, qu'est-ce que ça allait engendrer chez d'autres. Donc ils nous ont longtemps analysé, ils vous ont longtemps analysé, et c'est bien le colon français qui a fait en sorte donc d'élargir la dite gouvernance du Moulay Alaouite, qu'il n'était pas du tout aussi fort qu'on le prétend. C'est la France et ses amis coloniaux qui ont renforcé le Moulay Hassan et tous les autres, d'accord, et qui lui ont donné la souveraineté du territoire dont il n'avait pas de souveraineté sur les territoires. Quand il s'agit aussi du Sahara occidental, pourquoi on veut impérativement l'avoir, et que votre Omar Hilal est comme tous les autres qui représentent le Merzan et le roi, sont à la botte des puissances coloniales et des sionistes. Et c'est un point de passage important, parce que si vous écoutez Lugan et les passages que je vous ai mis qui ne sont pas anodins, c'est qu'on veut faire acheminer les richesses du sud de l'Afrique, du sud-ouest de l'Afrique, et que au milieu le Sahara occidental est dérangeant. Et si surtout quand vous avez fait le port de Tangimet, c'est pas pour rien, où il est connu que la grande majorité des Occidentaux sont à Tanger depuis très 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 longtemps, des siècles en arrière. Ce n'est pas pour rien, c'est pour un meilleur acheminement. Et aussi, non, vous vous trompez. Je reviendrai sur le sujet, je ne veux pas traiter tous les sujets en même temps. Et donc, comment le protectorat a usé d'abord de la sympathie qu'elle avait avec le... Avant que le protectorat n'arrive, il n'est pas venu un jour, il a débarqué comme ça, boum. C'est pas comme ça qu'il est arrivé le protectorat en 1912. Ça s'est travaillé sur le long terme, sur des décisions dites amicales. Je vous ai montré les anciens écrits coloniaux, comment il parlait avec le roi, qui était plus considéré, je veux dire, un peu comme un pontife religieux qu'autre chose, mais sans plus, parce qu'ils avaient les zaouïas. Et par exemple, parlez-nous Fedra et l'Ayoun ou l'Ayoun et Ouaddra et où est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai, parce que j'ai encore relu du Cheikh Ali, parce que il y avait le voyage à Timbuktu d'un certain, je vais chercher, couler ma mémoire, et qui expliquait là quand il se baladait au Maroc, voyage au Sahara et voyage à Timbuktu au Soudan. Il a fait le chemin, et en faisant le voyage, il expliquait les gens qu'il y avait. Et il y avait déjà des gens autonomes qui y vivaient, et qui étaient d'ailleurs sous l'influence d'un certain Cheikh Ali. Et je pense que c'est un certain Cheikh Ali Belgassem, pour vous dire.
pas marocains, même dans le sud du dit Maroc actuel. Il y avait le royaume de Tazarwelt, mais plus en bas, il y avait des tribus indépendantes qui le sont toujours, ce sont les Sahraouis. Et ce n'est pas pour rien comment, en fait, ils sont en train de... C'est pour ça que l'histoire, c'est une arme. Mais il faut connaître, Vous ne pouvez comprendre que l'objectif et la dimension et la perspective que si vous allez en arrière et vous comprenez comment ils ont mis leur pion. Ils ont pris tout leur temps. Le protectorat n'est jamais parti. Alors, on s'est assuré entre-temps de développer au Maroc les routes. Donc, comme je vous expliquais, vous avez pu avoir le protectorat et pas avoir eu des guerres aussi sanglantes que nous en avions eu en Algérie. Parce que je vous ai dit, vous avez été notamment protégé par la nature même, au niveau de la géographie, des chaînes de l'Atlas, des montagnes. C'est rocheux, c'était très compliqué d'acheminer. Donc ils l'ont fait en mode, je dois vulgariser les choses, en mode copain-copain, on fait un partenariat. Mais ils vous ont sous la botte quand même. Et ils ont aidé le dit Moulay, le Aldaoui, à massacrer vos aïeux. D'accord? Ils ont formé les gardes du Moulay. Ils se sont aussi interposés pour l'aider, mais jamais d'une manière très frontale. Surtout Fibilad Seba, où ils étaient très mal vus en tant qu'Européens. D'accord? Si on te ils étaient toujours obligés de se déguiser en tant que juifs ou de faux musulmans pour aller dans le sud. Vous comprenez? Donc, maintenant on arrive à quelle étape? Ils vous ont développé le pays, les routes, le tourisme. On a un accès beaucoup plus fluide que ce que nous n'avions pas peut-être 2 siècles en arrière. Donc maintenant, vous êtes beaucoup plus accessible même dans vos montagnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc du coup maintenant, on va poser le clou parce que une fois que là, avec les fossoyeurs de l'histoire qui disent que le Sahara occidental a toujours appartenu au Maroc, ce sont des fossoyeurs au niveau historique. Mais parce que je vous ai déjà raconté au préalable, mais le fait, comme c'est un caillou dans la chaussure par rapport à tout le projet colonial expansionniste, soit disons du Maroc, mais effacez Maroc et mettez France derrière, Angleterre, sioniste derrière, c'est la même. D'accord? Il faut donc faire cette route, et une fois qu'on s'accapare tous les points stratégiques pour avoir les richesses, là, ça va commencer à barder pour vous à l'intérieur du pays, chers Marocains. C'est pas maintenant. Là, tant qu'ils y vont, ils sont en mode partenariat, gentiment. Maintenant, on est plus dans la centralisation. Et ça risque de barder sérieusement pour vous. D'abord, ils vont vous faire le tapin pour le Sahara occidental chez les Sahraouis, pour leur enlever leur indépendance. Ils ont toujours vécu comme vos aïeux au royaume de Tazarwet étaient indépendants, comme dans le Rif aussi, et dans plein d'autres contrées du Maroc actuel. Mais ils y vont avec une main de velours, et maintenant comme on arrive un peu près de l'échéance, ils vont un peu à fond la caisse et ils soutiennent un maximum la politique, comme avec Lugan. D'ailleurs, il vous forme et il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il faut connaître son pédigré, savoir à qui vous avez affaire. Et donc, quand ils seront à un maximum de la pénétration dans le pays, avec tous les endroits stratégiques, là, le piège il va se refermer sur vous et ensuite vous serez
les prochains sur la liste à l'intérieur du pays. Soit des esclaves chez eux, en termes modernes, pour 3 fois rien. Et là, vous allez vous retrouver exactement dans ce que nous avons vécu après 1830. Vous entendez? Et vous faire travailler pour 3 fois rien. Vous aurez des sanctions administratives colossales. Vous serez dépossédé, exproprié de vos terres et de vos demeures. On les donnera à... Et là, vous allez retomber dans le schéma qu'a connu l'Algérie. C'est comme ça que ça s'est passé. Et avant qu'on se fasse coloniser, on était aussi amis avec la France. Il y avait des passeports, il y avait des quais, il y avait des ports, il y avait de la douane. Et ils vous font croire tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ça que je tenais à vous dire. Restez vigilants, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous nous aimez pas. Mais sachez que même si vous nous considérez en tant qu'ennemis, en tant qu'Algérien, et ben même de ton ennemi, tu peux apprendre des choses très utiles là, qui te permettent d'être vigilant. Voilà. Bonne soirée et bonne méditation.